Bonsoir, bienvenue dans les débats de 2012. Nous sommes à 8 jours du premier tour des élections législatives. Tous les sondages donnent pour le moment la gauche en tête. Nous allons y revenir. Mais en attendant, le nouveau gouvernement s'est mis au travail avec des premières mesures très symboliques, en particulier la baisse des salaires des patrons du public. Au programme également les questions économiques et sociales, avec entre autres le dossier du financement de la santé. Voilà beaucoup de thèmes pour notre débat avec nos deux invités. Bonsoir Bernard Debré. Bonsoir. Ancien ministre, chirurgien renommé, UMP, député de Paris. Vous vous présentez à nouveau devant les électeurs parisiens. Face à vous, Axel Kahn, bonsoir également. Bonsoir. Vous vous êtes connu du public par vos travaux sur la génétique et vous vous lancez dans la bataille politique en vous présentant pour le PS pour ces législatives, vous aussi à Paris. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, Perrine Tarnot de Public Sénat et Luc Bronner du Monde, bonsoir à tous les deux. Nous sommes donc au cœur de la bataille des législatives avec un gouvernement et un président maintenant bien en place. Alors en ce début de mandature, vous, Axel Kahn, vous avez observé la situation et j'ai lu une déclaration que vous avez faite il y a 5 jours. Alors vous êtes carrément très content puisque vous dites « Chapeau, François Hollande fait un début exceptionnel ». C'est carrément de l'admiration. Au niveau international, je parle de la séquence effectivement de 7 jours où il est allé pour essayer de remettre une priorité sur la croissance au niveau du G8, où il est allé pour faire comprendre sa position sur l'Afghanistan, ensuite où il est allé à Bruxelles et tout le monde a été obligé de reconnaître que d'une part, il avait tenu ses engagements et que d'autre part, même si rien n'est fait définitivement, il avait changé l'atmosphère et donné l'impression qu'il pouvait bouger les lignes. Donc, alors voilà, là-dessus, effectivement, j'ai dit chapeau. Donc un début sans faute. Vous, Bernard Debré, j'imagine que vous n'avez pas exactement le même sentiment, si peut-être d'ailleurs. Moi j'attends, parce que pour l'instant il y a eu des paroles, parce qu'effectivement croissance, on saute sur sa chaise comme un cabri en disant croissance. Quelle croissance ? Parce que quand on écoute Angela Merkel, c'est pas la même croissance que celle que demande François Hollande. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que la Cour des comptes et Bruxelles ont déjà critiqué la politique à venir de François Hollande en disant attention. Vous prenez le moche. Vous nous annoncez, attention, vous allez peut-être aller vers des nouveaux déficits. Et oui, et donc là, quand on parle de croissance, c'est très facile, mais quelle croissance ? Quant à l'Afghanistan, oui, très bien, il a demandé à ce que les troupes s'en aillent un petit peu avant, c'est-à-dire 6 mois avant que ce n'était prévu. C'était un engagement, c'est très bien. Mais les troupes qui vont rester, parce qu'ils vont en rester, vont être maintenant sous la protection de l'armée américaine. Alors, ce que je vous propose à tous les deux, c'est qu'on prenne quelques exemples et quelques mesures symboliques qui ont été prises effectivement ou annoncées par le gouvernement. Un mot sur la croissance, juste si vous voulez d'un bien. mot, Axel Kahn, puis on passe voilà, à quelques mesures. Simplement un mot. C'est que le fait que l'Europe envisage, elle n'a pas pris de décision, envisage de se donner comme objectif d'intervenir pour la croissance, ça, c'est tout de même nouveau. Non, mais Jean-François... Axel, pardon, vous voyez, quand on a des J'ai frères... un excellent frère qui s'appelle Jean-François, tu le connais aussi. Moi, j'ai Jean-Louis, tu vois, c'est la même chose. Jean-François Kahn, le journaliste, voilà, qui est venu vous soutenir, Axel, bien qu'il appartienne et qu'il soit proche du modèle. Le problème, c'est que, c'est très bien, nous avions mis aussi le mot croissance. Nous avions dit aussi le mot croissance depuis longtemps. Alors, par contre, François Hollande est en train de se pavaner partout en disant « j'ai réussi ». Il a réussi quoi ? À ce que les gens parlent de la croissance, mais ils ne parlent pas le même langage. Et pour l'instant, ce ne sont que des paroles. On y reviendra et pour organiser le débat, je vous propose qu'on démarre sur un premier exemple, une des premières mesures qui a été annoncée par le gouvernement. Et cette première mesure, c'est la limitation des salaires des patrons qui travaillent dans le public. Tout simplement, est-ce que c'est une bonne idée, Monsieur Debré ? Écoutez, il y avait eu des exagérations, qui travaillent dans le public, je dis bien, hein. Il y a eu des exagérations. Moi, ce qui me choquait, ce que j'ai toujours dit, c'est que quand une entreprise publique fait des déficits ou provoque du chômage, que le patron puisse malgré tout avoir soit un parachute doré, soit je ne sais pas quoi, soit des avantages. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Là, l'écart qui est proposé de 1 à 20, est-ce que ça vous paraît être un écart correct ou est-ce que c'est trop ? Je suis contre ce genre de limitation, ni à 20, ni à 19. Je trouve qu'on rentre dans une société qui est beaucoup trop administrée. Qu'un patron, même d'une entreprise, à participation publique, gagne beaucoup quand l'entreprise gagne énormément et qu'il y a une bonne répartition. Vous savez que je suis gaulliste et que je suis pour la participation. Quand un patron réussit très bien et après tout, qui gagne bien sa vie,
que la répartition soit bien faite, pourquoi pas? Alors, Si l'entreprise se casse la figure, je trouve que c'est pas admissible qu'il ait quoi que ce soit. sur ce point, Axel Kahn, j'imagine que vous soutenez bien évidemment cette Oui, proposition. mais en plus, je vais vous dire pourquoi. Alors allez-y. Voilà. L'excès de l'écart des salaires pose une question fondamentale au niveau des symboles, mais plus encore. Chacun sait que la situation de la France est compliquée. On l'a dit. Et chacun sait que pour arriver à bâtir autre chose, à faire autre chose, il faudra néanmoins, pour chacun, consentir des efforts. Peut-être des sacrifices, des efforts, c'est sûr. Et de ce point de vue-là, il y a des écarts de salaire qui, pour les gens qui sont les moins favorisés, sont insupportables. C'est-à-dire, c'est puissamment démobilisateur. 1 à 20 pour les responsables des emplois et des entreprises publiques. Ça fait par conséquent de 1 200 € à peu près à 22 000 € par mois. 22 000 € par mois sont des très bons salaires qui permettent de bien vivre, de montrer que l'on a du talent, que l'on a fait de grandes études, que l'on a bien dirigé son entreprise. Et c'est maintenant il me semble le double que ce que vont gagner les ministres en plus. Voilà, c'est le double de ce que vont gagner les ministres. Et en plus, naturellement, on n'a pas, et nous ne sommes pas dans une économie dirigée, on n'a pas la possibilité de limiter de la même manière les salaires privés. Mais l'exemplarité de cela, car l'excès des salaires privés est un immense problème, ne serait-ce d'ailleurs que de qualité de l'ambiance et de l'esprit dans l'entreprise. Peut-être on y reviendra. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que les signaux qui ont été donnés, les signaux volontairement donnés par François Hollande, c'est dire je suis contre ceux qui gagnent de l'argent. 75% d'impôts pour ceux qui gagnent plus d'1 million. Évidemment, ce sont les chiffres que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Mais après tout, on va limiter de 1 à 20. Et puis les ministres vont diminuer leur salaire de 10 ou 20 ou 30%. C'est pas comme ça qu'on peut laisser les gens s'épanouir. Je suis d'accord qu'il y ait des excès, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on rentre dans une économie planifiée. C'est une économie planifiée qu'on est en train de voir. On vous a compris, Bernard Debré, et question de Perrine Tarnaud de Public Sénat. Alors, selon le Premier ministre, ce matin, 36 entreprises françaises importantes seraient en danger de faillite. Par exemple, Doux, le leader de la volaille en Europe, a déposé ce matin sa déclaration de cessation de paiement. Le gouvernement veut se mobiliser, mais que peut faire l'État, Axel Kahn, quand il s'agit de sociétés de droit privé? La proposition, le discours du Premier ministre et des ministres concernés est que tout cela va être concerné au cas par cas. Donc il y a plusieurs situations. Il y a des situations où il y a une suspicion, effectivement, que ces fermetures ou bien ces dégraissements, ces diminutions de personnel ont des finalités avant tout financières. Donc ça, il faudrait une loi pour limiter, par exemple, les fermetures boursières de sites qui ne seraient plus ça assez rentables. Ça a été proposé, donc ça n'est pas encore fait, mais il y aura certainement, de ce point de vue-là, de la part de l'inspection du travail, une loi pour limiter des dégraissements qui sont justifiés uniquement alors même que l'entreprise n'est pas en difficulté, par une plus-value financière. Et puis il y a mais maintenant... là, on parle d'entreprises qui sont vraiment en difficulté. Et maintenant, en fermant une entreprise. Et voilà, maintenant, il y a des entreprises qui, dans les conditions de la compétition internationale, sont en très grande difficulté. Il faut tout mettre en œuvre, naturellement, pour trouver une solution, un repreneur, de nouveaux débouchés, etc., etc. On ne peut pas, lorsqu'une entreprise, à un moment donné, n'a plus de carnet de commandes, n'a plus de débouchés, on ne peut pas éviter, effectivement, de voir en l'aidant ce que va faire le personnel. Évidemment, c'est-à-dire, on est puissamment réaliste. Bernard Debré, le redressement productif, on a du mal à le prononcer. On a du mal à le prononcer. Alors on va recommencer. Le redressement productif, est-ce que c'est une bonne idée? Je crois que c'est un gadget. Enfin, tout le monde sait que c'est un gadget. C'est le redressement productif. Ça veut dire quoi? Rien. Je suis assez surpris. Et quand Axel Kahn dit il y a 2 types d'entreprises, oui, mais quand une entreprise ferme, c'est jamais pour des raisons financières et pour faire du profit. Elle ferme. Je parlais des 2 types, si tu veux, de dégraissement. Oui. Mais je parle quand on ferme une entreprise, comme vous avez par exemple un certain nombre de celles qui vont fermer, il n'y a pas de débouché, on ferme et c'est un drame. Qu'est-ce que peut faire l'État? Mais si, il peut faire plusieurs choses. D'abord, essayer de s'entendre avec le niveau européen pour qu'il y ait une préférence européenne. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Airbus. Airbus gagne un marché aux États-Unis, un marché américain. Airbus, l'avionneur. Tout le monde est content en France, on sable le champagne. Qu'est-ce que disent les Américains?
Non, 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 c'est pas une entreprise française, c'est pas une entreprise américaine. On casse l'appel d'offres et on choisit Lockheed. Ça, c'est totalement inadmissible parce que nous jouons le jeu de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, les autres ne font pas. Donc il faut une certaine préférence européenne. Alors sur la question qui était posée, on est quand même dans un cas de figure assez différent puisque l'exemple qui était pris, ce sont ces poulets, donc on n'est pas exactement sur le même secteur. Alors des poulets, on en mange partout, on continue à en manger en France, donc on peut s'interroger sur le fait que pourquoi une entreprise française n'arrive pas à être compétitive dans ce secteur. C'est ça qui tout de même interroge. Axel Kahn. Alors, il y a plusieurs raisons. Dans les frais d'exploitation d'une entreprise de ce type-là, comme vous savez, il y a plusieurs éléments qui vont intervenir, depuis l'alimentation pour le bétail jusqu'aux voies de commercialisation. Vous posiez la question tout à l'heure, que peut faire l'État? Pas toujours empêcher la fermeture lorsqu'elle n'a plus de carnet de commande. En revanche, intervenir pour redynamiser une filière, pour la reconfigurer, pour essayer de proposer des reclassements naturellement. Ce qu'il ne faut pas, c'est de... Pas forcément, mais voilà. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est considérer que l'on se désintéresse naturellement de ces personnes. Jamais, strictement, évidemment. Voilà, cela étant dit, bien évidemment, suivant les situations, on donne dans la filière, on s'occupe des employés. D'un mot pour conclure sur ce sujet, Bernard Debré. Enfin, diminuer le coût du travail. Si on veut rentrer en compétition avec les autres entreprises européennes et même mondiales, c'est diminuer le coût du travail. Ce que nous avons essayé de faire en faisant la TVA sociale, c'est diminuer le coût du travail de 3 à 6% pour venir à peu près au même niveau que les autres pays d'Europe. Là, on va faire exactement le contraire. On va nous dire retraite à 60 ans et on va dire cette retraite, elle va être payée par une augmentation du coût du travail. Et là, vous allez dire redressement productif. Mais ça, c'est de l'escroquerie. Alors, escroquerie d'un côté, il faut diminuer le coût du travail. Ouais. Axel Kahn, sur ce point, la diminution du coût du travail, est-ce que finalement, mais à la limite, on pourrait se dire qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, est-ce que quand on s'interroge et qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on ne se dit pas c'est une nécessité, finalement? Vous savez, la politique de diminution du coût du travail, d'une part, une des conséquences, évidemment, c'est de diminuer le pouvoir d'achat des travailleurs. L'autre élément, l'Allemagne est un bon exemple. L'Allemagne, et on a raison de le dire, s'enorgueillit d'un bon taux d'emploi, enfin d'un taux d'emploi nettement supérieur au nôtre. Cela étant dit, quand on regarde le nombre de travailleurs pauvres, c'est-à-dire de travailleurs qui sont vraiment en difficulté pour l'accès aux besoins normaux, il est tout à fait élevé en Allemagne. Si bien qu'une solution qui consisterait, pour masquer ce problème de l'emploi, de l'employabilité, qui consisterait à baisser les revenus et à créer des gens qui ont des emplois, mais qui, de la même manière, ne peuvent pas avoir accès aux besoins essentiels, n'est pas non plus une solution. Je suis désolé, mais là, il n'y a aucune solution, effectivement, qui est apportée, comme si on pouvait, nous, augmenter indéfiniment le coût du travail. C'est vrai qu'en Allemagne, on a diminué le coût du travail. C'est vrai qu'il y a eu une TVA sociale en Allemagne. Il y a des travailleurs pauvres qui sont dans la situation que je dis. Tandis que le problème essentiel chez nous, encore une fois, c'est vrai qu'il faut que les salaires soient le plus élevés possible, mais vous comprenez bien, quand on a 10 millions de chômeurs, il faut bien que quelqu'un paye. Et donc là, on a c'est l'État qui paye. Tandis que là, on a peut-être des travailleurs qui sont un peu moins bien payés, mais qui travaillent. Alors Bernard Debré, comme Axel Kahn, on s'est interrogé dans cette première partie de ce débat sur les premières mesures prises par le gouvernement, mais il y a aussi des grands dossiers en préparation. Et parmi eux, il y a le financement de la santé, et ce sera le thème de la seconde partie de notre débat. Et sur ce point, eh bien, c'est le Conseil de l'Ordre des médecins qui, il y a 2 jours, Luc Bronner, a provoqué la surprise en adoptant une position très forte pour lutter contre les déserts médicaux. Luc Bronner du Monde. Face à une difficulté considérable, notamment dans les zones rurales et les banlieues les plus difficiles, le Conseil de l'Ordre propose effectivement d'obliger les jeunes médecins à rester 5 années au début de leur carrière. Axel Kahn, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour lutter face aux déserts médicaux ? C'est une solution que j'ai proposée depuis longtemps, soit, on va dire, de manière brute comme cela, soit alors par l'intermédiaire d'un dispositif qu'avait envisagé notre ministre précédente, avant Xavier Bertrand et avant Marisol Touraine, c'est-à-dire Roselyne Bachelot, qui consiste à faire un espèce de marché, aider des étudiants en médecine. C'est une logique incitative. Voilà, à payer, à leur donner une bourse incitative et en contrepartie,
contrepartie, leur demander de passer les 3, 4 ou 5 premières années dans des endroits qui sont tout à fait importants. Il y a deux politiques qui peuvent être efficaces, à minima et à maxima. On ne peut pas supporter les déserts médicaux. C'est simplement un devoir régalien On ne de peut pas l'État. supporter, mais ça ne cesse de s'aggraver Voilà, ces dernières c'est années. pour ça qu'il faut faire quelque chose. Une première mesure, c'est effectivement, mais je ne crois pas que ça suffira, c'est faciliter l'installation partout des maisons de santé avec des médecins libéraux qui peuvent couvrir le territoire. Je ne crois pas que ça suffira. Et deuxièmement, c'est effectivement, vous savez, les études de médecine. J'ai été président de l'université, de la plus grande université biomédicale, excusez-moi, jusqu'à il y a le 20 décembre. Les études de médecine coûtent globalement, comme cela, à peu près 11 000 euros, 11 à 12 000 euros par an et par étudiant. Les frais d'inscription sont de 178 euros en premier cycle, 250 euros en deuxième, etc., etc. Donc, elles sont largement gratuites. Que l'on demande aux médecins à un moment donné de participer à cela ne me semble pas quelque chose d'illogique. On a bien compris, Axel Kahn. Vous êtes d'accord avec ce que propose le Conseil de l'Ordre des médecins ou pas finalement? Quelle est votre position là-dessus? Parce que c'était un petit peu ambigu, si je peux me permettre. Non, ma position n'est pas ambiguë. Est-ce que vous demanderiez vous, à François Hollande et au gouvernement d'adopter ce type de mesure ou pas? La réponse est j'y suis favorable si c'est indispensable pour régler le problème des déserts médicaux. Et il y a deux possibilités pour y parvenir. Soit vous y êtes favorable, mais vous préférez qu'on passe par d'autres voies. Non, j'y suis favorable. Soit après que l'on a payé un espèce de salaire aux étudiants en médecine et que la contrepartie est qu'ils doivent effectivement à l'État, à la collectivité, cette installation dans des zones où il y a des déserts médicaux, soit comme le propose le Conseil de l'Ordre, l'un ou l'autre. Bernard Debré, votre position. Donc, là, j'ai pas très bien compris celle d'Axel Kahn. Il est favorable, mais il est défavorable. Moi, je suis totalement défavorable à l'obligation, pour plusieurs raisons. Parce qu'on ne peut pas obliger un jeune qui s'installe en disant tu vas aller là. Parce que vous savez très bien qu'ils sont jeunes, ils sont mariés, on va dire vous allez avec qui? Avec votre épouse, ou on va l'affecter ailleurs, son épouse, ou sa jeune copine. Ça ne veut rien dire. Par contre, je suis d'accord, mais non, je suis d'accord avec ce que disait Axel Kahn, parce que je l'ai proposé moi-même. Nous en avons eu des discussions ensemble. Je trouve qu'il faut donner des bourses. Et quand on donne des bourses avec un salaire étudiant éventuellement, en disant voilà, on vous donne une bourse, mais vous vous engagez. Donc tu as très bien compris ce que je proposais. Oui, mais donc tu étais contre ce que disait le gouvernement. Donc, il n'y a pas le gouvernement, c'est le Conseil de l'Ordre. Pour les auditeurs et Deuxièmement, téléspectateurs d'un mot, si on résume votre position à tous les deux, si un étudiant a bénéficié d'une bourse, alors en contrepartie, on peut lui demander d'aller s'installer dans tel ou tel endroit. D'accord, vous êtes d'accord. Vous continuez, Bernard Debré. Je continue en disant que les maisons médicales pluridisciplinaires sont essentielles. J'arrive d'Indre-et-Loire, où j'ai soutenu un de mes collègues, Hervé Novelli. Il a créé 4 maisons médicalisées, 4 maisons pluridisciplinaires. Là où justement il y avait un désert médical. Eh bien, l'effort de la région, l'effort du département, l'effort peut-être même de l'État fait que les médecins y vont plus volontiers parce que le loyer est libre, enfin, n'a pas de loyer, le loyer est payé par l'État ou la communauté de communes. Le fait qu'il y ait un salaire également, en plus du paiement à l'acte, il y a une attractivité qui fait que maintenant, nous avons eu des médecins qui y sont allés. Troisièmement, il y a eu une grande bêtise que la droite et la gauche doivent assumer. C'est le numerus clausus. 74 d'une part, et un peu plus tard, avec Jospin. 74, c'était Guichard. Nous avons tellement baissé le nombre de médecins, parce qu'on disait que les médecins induisaient des dépenses, donc on baisse. On baisse le nombre de médecins, maintenant on se trouve sans médecins. De nombreuses questions se posent sur le financement de la santé, mais il y a aussi la problématique qui touche et qui intéresse beaucoup les Français, qui est celle du dépassement d'honoraires. Nouvelle question de Luc Bronner. Sur ce point aussi, Bernard Debré, le Conseil de l'Ordre, fait des propositions assez spectaculaires en préconisant de plafonner les dépassements d'honoraires. Vous êtes, vous, directement concerné, puisque, à titre personnel, en tant que médecin, vous pratiquez les dépassements d'honoraires. Qu'est-ce que vous répondez à cette suggestion du Conseil de l'Ordre? Il y a deux choses. Vous faites des consultations à 150 Concerné, euros moi, par personne. Oui, mais je fais 90% de consultations en public. Donc là, je vois tout le monde, tous ceux qui peuvent venir viennent en public. Et puis, il y a le privé. Et là, j'ai entendu le président du Conseil de l'Ordre, juste titre, dire est-ce que c'est la même chose pour l'émir du Qatar ou l'ouvrier spécialisé? Non.
Il faut laisser justement, dans ces domaines très particuliers, la liberté. On ne va pas demander aux l'émir du Qatar Donc 46 euros. On ne Par maîtrise contre, absolument pas si, les honoraires pratiqués par les médecins. Et le Conseil de l'ordre nous avait dit un certain nombre de choses qui ne sont pas anormales. Et d'ailleurs, il avait dit que dans des cas exceptionnels, on pouvait dépasser. Mais pour, je crois, le secteur 2, il est normal. Le secteur 2, pour nos le auditeurs, secteur 2, c'est le secteur honoraire libre. Il est normal qu'il y ait une certaine retenue, puisqu'effectivement, ce que nous devons faire, c'est que l'accessibilité aux soins une certaine soit retenue. Vous êtes à 6 fois possible. le niveau de remboursement. Mais c'est pas la même chose. Moi, je suis à 90% de secteur public. Et on va interroger 90%. sur ce sujet également Axel Kahn. Vous, les dépassements d'honoraires, ils atteignent, si on en croit les différentes études, par exemple 150% à Paris. Ça vous paraît quelque chose on est dans de normal ou pas? On est dans une situation qui simplement pose le problème de l'accès aux soins. Vous savez que la santé est évidemment à une dimension de marché. Mais la santé, c'est également un des droits de l'homme, au même titre que tous les autres. Et par conséquent, lorsqu'il n'y a pas un accès à la santé, au meilleur état de santé possible, suivant les évolutions des techniques et des connaissances, il y a un problème qui est absolument majeur. Or, il y a des zones, à Paris en particulier, où il n'y a quasiment pas de médecins de secteur 1. Ceux de secteur 2 font des dépassements d'honoraires qui connaissent une inflation, alors même qu'il existe un reste à payer qui augmente pour un accès aux autres bienfaits de la santé. Et on se trouve dans une situation où c'est vraiment les conditions de l'accès aux soins, donc ce droit de l'homme essentiel, qui est posé. Et je crois qu'il faut intervenir, c'est sûr, il faut intervenir. On oublie simplement qu'il y a à restructurer les hôpitaux. L'accessibilité aux soins, elle existe dans les hôpitaux. Dans le service d'urologie de l'hôpital Cochin, est-ce que vous savez que nous voyons 30 000 personnes par an uniquement dans le service d'urologie de Cochin? 30 000 en secteur public. Qu'on nous donne des moyens pour en avoir un peu plus. Alors, moi, je voulais faire des consultations de 6h à 21h. On peut pas. Et Axel Kahn, pour rester juste un moment sur ce que vous venez de dire, Axel Kahn, et de ces médecins à Paris qui effectivement font des dépassements d'honoraires, et ils sont très nombreux à le faire. Quand on écoute ce que disent les médecins, ils disent c'est impossible pour nous de faire autrement, puisque nous avons des charges qui augmentent régulièrement par an. Ce sont les loyers, ce sont toutes ces charges-là. Donc, il n'y a pas de solution. Est-ce que effectivement cet argument-là est exact, juste pour savoir ou pas? Écoutez, je vais vous dire, le Conseil de l'ordre, il représente les médecins. Il connaît bien quelles sont les contraintes des médecins. Et quand le Conseil de l'ordre dit qu'il y a des situations qui sont inacceptables, c'est qu'elles sont inacceptables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas inéluctables. Par conséquent, il faut faire respecter un droit de l'homme important, qui est l'accès aux soins, et cela passe certainement par un encadrement des dépassements d'honoraires. Alors, par ailleurs, j'ajoute sur un point, c'est qu'il y a d'autres éléments. Il faut favoriser également à Paris la création de maisons de santé. Ça, je crois que c'est important aussi à Paris. Et si on peut, pour certains types, et d'ailleurs pour décongestionner l'hôpital aussi, essayer de redonner une certaine vivacité à ce qui existait dans le temps et qui commence à être en déshérence, c'est-à-dire les dispensaires publics pour des soins d'importance intermédiaire. Voilà ce qu'est ma proposition. Dernière intervention, Bernard Debré, et puis on passe à la dernière partie de notre débat. Je n'ai pas toujours été d'accord avec mon propre gouvernement, puisque j'ai manifesté dans la rue. Voilà, on s'en souvient. Il était contre. Et j'étais d'ailleurs dans la rue, voilà. Quasiment à côté de moi. À côté de toi, tu vois. Mais pour nos auditeurs et téléspectateurs, vous vous connaissez depuis très longtemps, effectivement. Depuis très longtemps. 70 quasiment. Alors je veux dire simplement, il faut donner à l'hôpital les moyens de recevoir plus de personnes. Actuellement, les urgences sont encombrées. Il faut des maisons médicales pour faire le tri auparavant. Alors le tri, c'est un mauvais mot. Mais moi, j'ai toujours demandé qu'il y ait des pré-urgences, qu'il y ait plus de personnel, un meilleur plateau technique et plus de consultations publiques. L'accessibilité en France, elle est formidable à cause de la multiplicité des hôpitaux. C'est dans les hôpitaux qu'il y a l'accessibilité. Et puis, éventuellement, qu'on fasse des maisons de soins, ça, je ne suis pas très favorable. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une accessibilité, et si tout le monde est secteur 2, ce n'est pas acceptable. Sur ce point, vous êtes d'accord d'un mot vraiment, Axel Kahn? Pour l'hôpital public, un des problèmes majeurs, c'est que l'on a mis l'hôpital public dans l'obligation d'être en concurrence dans la vente d'une marchandise particulière qui est l'activité médicale, tarifée à l'activité médicale, avec des établissements privés, et on regarde quel est le niveau de concurrence, alors même que les obligations de l'hôpital public ne peuvent pas lui permettre d'être compétitif. Il doit y avoir incontestablement une mise à plat de la loi HPST de ce point. Il faut qu'il y ait une très bonne gestion, c'est sûr, mais d'un autre côté, il faut donner à l'hôpital public le moyen de vivre. Voilà.
nous n'avons pas les mêmes patients. À l'hôpital public, dans des cas très fréquents, nous avons des patients extrêmement compliqués, et puis, vous ne choisissez pas vos difficiles. patients en plus. On ne les choisit alors pas. Que la clinique privée les choisit. Dans quelques cliniques, effectivement, on prend des patients qui sont moins compliqués. Donc il faut nous donner les moyens d'être non rentables. On aura compris en tout cas que sur ce point, les deux spécialistes que vous êtes ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Et je vous propose de passer à la troisième et dernière partie de ce débat. Dernière partie de ce débat que nous allons consacrer à un retour à élections législatives. Et sur ce point, question de Perrine Tarnot de Public Sénat. Alors la campagne des législatives n'a pas l'air de passionner les Français, mais l'UMP non plus, Bernard Debré, si on en croit la guerre des chefs à droite. Mais c'est pas une guerre des chefs, je crois. Ah bon pas. Mais non, attendez, il va y avoir des élections pour élire un président. À l'automne. Là, avant, il y a Voilà, donc moi, ce que je déplore, c'est que déjà, on aperçoit l'un, l'autre qui dit « je serai candidat, je serai candidat ». Très bien qu'il soit candidat, ça veut dire que nous avons beaucoup de monde. Vous avez été un peu plus Mais loin vis-à-vis de François Fillon. J'allais y venir, mais très bien qu'il soit candidat, mais qu'il le dise après le 17 juin, après les élections législatives. Il n'y a rien de mieux pour démobiliser nos troupes que de dire « vous savez, on va se battre ». À juste titre et de façon démocratique, pour prendre la présidence de l'UMP. Mais on s'en fiche de la présidence de l'UMP avant le 17 juin. Jean-François Copé, il est le secrétaire général, il mène avec tout le monde les combats, et on y va. Et après, on verra bien. Donc, quand François Fillon dit « il n'y a pas de leader », ou c'était à peu près ça son expression, de leader légitime, qu'est-ce qu'il fait, François Fillon? Mais écoutez, d'abord, il considère que Nicolas Sarkozy était le leader légitime et qu'il n'est plus là. Mais il y a un patron qui n'est pas forcément le leader légitime, mais c'est quand même le patron de l'UMP, il est secrétaire général de l'UMP. Et c'est autour de lui, d'ailleurs avec François Fillon et Alain Juppé, que nous sommes en train de mener des élections législatives, c'est tout, voilà. Perrine Tarnot. Axel Kahn, à gauche, il n'y a pas non plus de vague rose qui semble se profiler. Est-ce que vous craignez que le Parti socialiste n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale? Écoutez, de toute façon, tant que l'élection n'a pas eu lieu, tout est possible. Exactement. Cela étant dit, mon pronostic, si je dois faire un pronostic, c'est qu'il y aura une majorité de gauche. On verra s'il y a une majorité presque absolue du Parti socialiste et des écologistes. On verra bien, je n'en sais rien. C'est la véritable incertitude parce que les Français ne sont pas incohérents tout de même. Je veux dire qu'on sait qu'on est dans une situation difficile. On vient d'élire un président avec un programme. Eh ben, d'habitude, on lui donne les moyens de gouverner et d'exercer son programme. Donc je pense, c'est mon pronostic, je pense, et naturellement je militerai pour qu'il en soit ainsi, je pense que c'est ce à quoi on aboutira. J'imagine qu'il espère autre chose. Bernard Debré, est-ce que vous souhaitez, vous, une cohabitation? Bah, évidemment. Je ne vais pas aller tirer contre mon camp. Je comprends que quand on est à l'UMP, c'est ce que l'on souhaite, mais pour la France. Mais attendez, voilà. La France, écoutez, excusez-moi, la France, elle a déjà eu... pas tout de même de la France, Je ne m'emballe pas, au contraire, je dis au contraire, si c'est pour la France, nous nous battons pour la France. Nous avons eu un programme, nous considérons que ce qui a commencé aujourd'hui avec les mesures sont mauvaises, la retraite à 60 ans, etc. Je ne vais pas aller rentrer Moi, je dedans. considère que c'est assez bon, remarque, Mais on oui, n'est pas mais d'accord, c'est raison, normal. raison, chacun, au moins, il y a une différence entre nous. Alors, Donc je vous allez dis, continuer à parler espérons. chacun l'un derrière l'autre, ce sera mieux pour tout le monde. Alors, je Allez-y, dis, Bernard j'espère Debré. effectivement 577 combats, 577 débats. Nous allons faire en sorte d'en gagner le plus possible. Que voulez-vous? On ne va pas arriver ici, je ne vais pas dire à Axel Kahn, bon écoute, je vais te laisser la majorité, on va retirer nos candidats. Nous allons faire le maximum pour en avoir. Tu sais. Oui, Alors. je sais, mais d'autre part, il y a trois possibilités, où la droite a la majorité, ou la gauche a la majorité absolue, ou la gauche n'a la majorité qu'avec les Verts et le Front de gauche. Et là, ça sera beaucoup plus difficile. De gauche. Ah, c'est pas tout à fait la même gauche, ça vous a peut-être pas échappé. Alors, selon les projections et selon les différents instituts de sondage, tous disent que la gauche, effectivement, devrait remporter ces élections. Mais effectivement, la question, 33% pour le Parti socialiste, 32% pour quelle l'UMP. gauche, le Parti socialiste, avec quels alliés? Question, Axel Kahn, donc vous vous présentez pour la première fois à Paris, dont vous êtes l'un des élus, enfin député, effectivement, Bernard Debré. Dans votre programme, Axel Kahn, vous dites « ma priorité, c'est la mixité sociale ». Bon,
On remarque que vous C'est présentez... l'une de mes priorités, absolument. Absolument. Vous n'êtes pas dans l'un des arrondissements où la mixité sociale est Justement, la il plus y a à forte. faire, vous avez remarqué. Parce que 6e, 7e et une partie du Le 5e... le cinquième, si vous voulez, ça va à peu près encore, il faut la maintenir. Mais En dans le revanche, 6e et le sixième 7e, dans le qu'est-ce septième, que vous allez faire pour faire en sorte effectivement qu'il y ait une mixité mais il y a sociale des solutions. Dans le meilleure ou septième, plus voilà. forte? Dans le Puisque- 6e arrondissement et 7e arrondissement, pour les auditeurs et téléspectateurs qui connaissent, ce sont, comme l'on dit, des arrondissements chics Cossu, parisiens. cossu. Mais il y a néanmoins des possibilités. Il y a des établissements publics qui aujourd'hui seraient éligibles à des programmes de logements sociaux. J'en connais un qui est un ancien local qui appartenait à l'armée, qui est juste au coin de l'avenue de la Tour Maubourg et de la rue Saint-Dominique. Il y a là tout un îlot et c'est la mairie du 7e qui, jusqu'à présent, s'est opposée à ce qu'un programme de logements sociaux soit réalisé. Le pourcentage de logements sociaux dans le 5e est à peu près respecté. C'est pas vrai dans le 6e, c'est pas vrai dans le 7e. Un point simplement, c'est que même pour les gens les plus cossus, les plus aisés, le plaisir de vivre dans la cité exige les différentes mixités. Mixité culturelle, mixité des commerces et une mixité sociale qui fait partie de la cité que nous aimons. Et donc il faut la maintenir. Je veux dire, trois réflexions. Question de Luc Trois, Bronner. trois réflexions. On va- Je suis on va d'accord vous- avec la loi SRU, donc c'est pas la peine de venir me titiller là-dessus. Je suis d'accord. Trois réflexions. La Vous êtes première. d'accord pour renforcer le taux de nombre de Elle y logements est, sociaux. elle y est. Non, non, qu'on garde la loi SRU telle qu'elle est. On C'est n'a pas besoin d'en respecté faire dans ta plus. circonscription? C'est respecté. Et ben voilà. Je Dans le demandais, 16e, voilà. dans le 16e, c'est respecté Voilà. parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux. Voilà. Dans le 7e Voilà. et dans le 6e, Bon, alors, ça je n'est veux dire pas simplement, il respecté. faut Trois pas avoir une réflexions, obsession. Bernard Debré, allez-y. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que quand il dit la mairie du 7e s'est opposée, la mairie du 7e ne peut pas s'opposer. C'est la mairie de Paris qui gère les logements sociaux et qui gère la préemption et qui gère toutes ces choses-là. Donc la mairie du 7e s'est pas opposée à ce qui est des logements sociaux, c'est pas vrai, ça c'est pas possible. Deuxièmement, Je vais lui répondre hein, tout de non, même. non, mais Oui. deuxièmement, Alors, continuez, Bernard Debré, puis on aura la réponse moi, je d'Axel veux Kahn. bien qu'il y ait Allez-y. des logements sociaux, il en faut tout à fait, mais il faut pas faire une obsession non plus. Il y a des migrations dans Paris, d'arrondissements à des autres. Laissez Paris vivre. Vous voyez, je prends cet exemple du 16e. On nous dit 16e, c'est bourgeois, bourgeois. D'abord, les bourgeois sont aussi français que les autres, mais deuxièmement, il y a justement autant de logements sociaux qu'on a demandé, que l'exige la loi. Alors, arrêtez de stigmatiser tel ou tel arrondissement. Est-ce qu'il faut, Bernard Debré, encadrer les loyers? Vous ne pouvez pas encadrer les loyers privés. C'est ce que Mais dans quel propose, je pays, crois, dans Axel quel pays Kahn. on Donc va lui vivre? poser Non, mais aussi la attendez, question. je suis Allez-y. d'accord avec vous. Alors, on encadre les loyers, on encadre les salaires des patrons, on encadre les salaires des médecins, on encadre, on diminue le salaire des ministres. Rigolade. Et tout ça, mais dans quel pays on veut vivre? On veut vivre dans un pays socialiste. Mais je crois qu'on est en train de gouverner avec un rétroviseur. Les loyers à Londres, les loyers à New York, les loyers... oui, c'est vrai, il faut faire des logements sociaux accessibles. Mais les autres loyers, laissez-les tranquilles. Réponse d'Axel Kahn. Alors, la proposition, c'est de faire en sorte que, notamment lorsque l'on négocie un nouveau bail, un nouveau bail privé, il puisse y avoir un système d'évaluation de ce que sont les loyers dans la région, dans ce type de bâtiment, et que effectivement une certaine spéculation sur les loyers, c'est-à-dire une évolution spéculative des loyers, puisse être encadrée. D'ailleurs, ça existe dans d'autres pays que la France, puisque l'Allemagne a un système qui est extrêmement proche de celui-là. Il ne s'agit pas d'encadrer tous les loyers naturellement, parce que il y a un jeu normal d'investissement dans ces loyers pour ce qui est d'une activité privé, commercial. En revanche, on a les moyens d'éviter une utilisation spéculative du prix des loyers, notamment lors du renouvellement des... Avant de conclure Voilà. ce débat, une Mais dernière question de Perrine Lors Tarnot. de la session parlementaire, lors de la dernière session parlementaire, la gauche n'a pas voté la disposition du gouvernement Fillon sur l'encadrement des loyers pour les micro-surfaces. Alors ça, il faudra... Comme vous savez, j'étais pas à l'Assemblée, je ne suis pas capable de vous répondre vraiment à cela. Le diable est dans les détails, il faudrait que je regarde le Je vais vous texte. dire, parce que la gauche n'a jamais voté un texte de la droite. Ce que moi je n'ai pas fait, s'il y a des textes de gauche qui sont intéressants, je les voterai. La gauche n'a jamais. Et je prends l'exemple le plus caractéristique, c'est le voile islamique. C'est une proposition de loi d'un homme qui est communiste, qui a fait cette proposition. Nous la reprenons, on l'a fait voter, la gauche ne la vote pas. Pourquoi? L'opposition systématiquement n'est pas bonne. Il Question, faut Axel quelquefois Kahn. dialoguer. Par rapport à ce que vient de dire Bernard Debré, est-ce que cette disposition, vous l'auriez votée?
Je l'aurais voté, je l'ai écrit d'ailleurs, il n'y a Oui. aucun problème. J'ai indiqué que je suis pour la liberté, fondamentalement, mais je suis contre un dispositif qui dégrade l'image que l'on peut avoir de la femme. C'est-à-dire que le voile islamique correspond à une image d'une femme impure qui doit être masquée aux yeux des autres. C'est donc la propagande pour une image dégradante de la femme, et cela me choque. Et par conséquent, j'aurais effectivement voté ces dispositions. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que ce que ça veut dire aussi, c'est que le regard de l'homme est impur. Et lui-même, absolument. Et peu donc, importe. ça dégrade Voilà. tout le monde. Et Donc, voyez cet exemple. Allez. Moi, je suis d'accord pour voter les textes qui sont bien pour mon Mais pays. ils n'ont pas voté contre non plus, hein, autant Si. que je me le rappelle. Si, non, si, je crois si. qu'ils Mais n'ont pas voté. ils sont abstenus. Voilà. Ils n'ont pas Quelle voté. Dernière question très rapide. formidable. Perrine Tarnaud, vous répondez en quelques secondes, s'il vous plaît. Bernard Debré, le gouvernement envisage de légiférer sur les contrôles aux faciès. Est-ce qu'on a besoin d'une loi? Mais c'est pas du tout légiférer sur Pour les contrôles limiter ces faciès. contrôles. Moi, je suis évidemment sûr qu'on n'a pas besoin de loi. Alors là, maintenant, on va donner un ticket. Monsieur, Un vous avez été contrôlé à 8h30 du matin, on ne peut plus vous contrôler. Il faut Ça ne veut expliquer rien aux gens, dire. Effectivement, les personnes qui ont été contrôlées Ce sont des directives. recevront un récipicé pour que si jamais on les recontrôle dans la Non, même journée, elles pourront le type qui montrer le soit de récipicé. n'importe quelle couleur, C'est pour éviter les blanc, contrôles jaune, vert, systématiques. il fait rien à 8h30 du matin, on lui donne un récipicé, il fait un casse à Non, 9h mais ça- du soir, ça veut rien dire. Ouais. Non, mais Ça ça, veut rien dire. ça c'est normal, parce que il n'est pas normal, si vous voulez, que suivant effectivement certains faciès, certains aient 15, ou j'exagère, 5 Mais ou 6 oui. ou 7 contrôles d'identité dans la journée, alors que moi, ça fait quoi? Une Ça fait directive. 6 ans qu'on ne m'a pas contrôlé. Eh ben, moi, on m'a Et que- contrôlé la semaine voilà. dernière. Et que par conséquent, il puisse y avoir un récipicé qu'on a été contrôlé Exactement. pour dire qu'il y a. Ça, je suis d'accord. On m'a arrêté, contrôlé, permis de conduire et tout ça, je n'avais pas fait. Mais attendez une fois, il suffit simplement de donner une Un récipicé. instruction. Ben voilà, Une on- instruction aux policiers. Mais pas un récipicé, c'est très bien. Instruction, c'est très bien, mais on les suit, on les suit vexatoire pas. pour les policiers. Et Merci inacceptable. à tous les deux. Et c'est sur l'arrestation de Bernard Debré, si j'ose dire, que nous allons conclure ce débat. Et je vous remercie Voilà, beaucoup, vous l'avez libéré bien vite. tous hein. les deux, oui. d'y avoir participé.